Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 24 février 2025 et notre cher ami, très cher ami, le colonel Larry Wilkerson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Ravi d'être avec toi, Nima. Ça fait quoi, 3 ou 4 jours? Veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Larry, laisse-moi commencer par ceci. Tu te souviens, pendant l'administration Biden, il y a eu un moment crucial où le Pentagone est intervenu. C'était lorsque Stormer est allé à Washington pour rencontrer Joe Biden, lui demandant d'autoriser l'envoi de missiles à longue portée en Ukraine. Le Pentagone a dit non. Il n'était pas question d'aller dans cette direction. Ce serait extrêmement problématique et entraînerait une escalade si nous faisions cela. Finalement, après avoir envoyé toutes ces armes au Moyen-Orient, en Asie occidentale, nous avons de nouveau entendu parler du Pentagone. Ils disent maintenant qu'ils ont mis en garde Trump contre des plans de guerre prolongés contre l'Iran, car la guerre pourrait se retourner contre lui. Elle pourrait s'éterniser. Et voici ce qui a été rapporté sur Fox News à ce sujet concernant le Pentagone. Le principal général de Donald Trump met en avant les risques potentiels d'une frappe contre l'Iran. Le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a averti qu'une telle action pourrait entraîner un conflit prolongé dans la région. Cette déclaration intervient après que le président a affirmé la semaine dernière que si aucun accord n'était conclu sur le programme nucléaire iranien dans les 10 prochains jours, il pourrait recourir à une action militaire. Selon un rapport d'Axios, ils ont écrit, je cite, « Alors que Kane était pleinement engagé dans l'opération au Venezuela, il s'est montré plus prudent dans les discussions concernant l'Iran », ont déclaré 2 sources. Alors que Kane considère qu'une opération majeure en Iran comporte des enjeux plus élevés, avec un risque accru d'enlisement et de pertes américaines, le président Trump a répliqué sur Truth Social, écrivant, je cite, « L'article n'attribue cette vaste somme de connaissances à personne et est totalement faux. Le général Kane, comme nous tous, préférerait éviter la guerre. Mais si une décision est prise d'aller de l'avant contre l'Iran sur le plan militaire, il estime que ce serait quelque chose de facilement gagné. » Le président Trump a ensuite ajouté qu'il préférerait conclure un accord, mais que si ce n'est pas le cas, ce serait une très mauvaise journée pour l'Iran. Oui. Quelle est ton évaluation de la situation, Larry? Penses-tu que la partie militaire du gouvernement, le Pentagone, parvient à faire passer son message à Donald Trump, à l'aider à comprendre ce qui se passerait s'il décidait d'attaquer l'Iran? Ça devrait. Permettez-moi de commencer mes remarques par cela. Ça devrait. Le Pentagone devrait prôner la prudence, et pour plusieurs raisons différentes que nous pourrions aborder si vous le souhaitez. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est une histoire montée de toutes pièces par l'entourage de Trump. Je ne sais pas si Kane y a participé ou non. J'en doute. Mais je pense que c'est une histoire qui continue de rendre encore plus problématique ce que Trump veut faire en matière de diplomatie. Et par là, je veux dire que je pense que Trump apprécie ce caractère problématique de sa diplomatie, car il estime que cela lui donne un avantage et place son adversaire en position de faiblesse. Donc il y a toutes sortes de gens qui spéculent dans un sens ou dans l'autre, ce qui rend encore plus impossible pour l'Iran d'évaluer, d'un point de vue du renseignement, si une attaque se prépare. Et si tu as remarqué certaines de ces autres remarques, du genre « Peut-être que je vais juste les surprendre et leur donner une petite tape. Et puis, s'ils reviennent à la table des négociations et se conforment, je ne les taperai plus. Mais s'ils ne le font pas, là je les taperai vraiment. » Ce genre de choses.
Je pense qu'il croit que cela fait partie de sa tactique de négociation, et certaines personnes autour de lui sont d'accord. Donc nous allons continuer à recevoir toutes sortes d'informations jusqu'à ce que cela se produise ou non. Et Fox sert bien sûr de canal pour une grande partie de ces échanges. Mais savons-nous quelle est la position de l'ensemble de l'administration? Penses-tu que J.U.D. Vance et Tulsi Gabbard seraient dans cette position? Qu'ils seraient d'accord avec Donald Trump sur une attaque contre l'Iran? Ces deux personnes semblaient d'une certaine manière plus sensées que les autres protagonistes. C'est difficile à dire dans l'administration Trump. La raison, dans une certaine mesure. Je pense que Vance et Gabbard sont les deux personnes au sein de l'administration qui, parmi tous les autres énergumènes, seraient les plus susceptibles de prôner la prudence. Et peut-être même, dans le cas de Vance, de recommander certaines des choses que je révélais ce matin, par exemple dans un autre podcast. À savoir, nous avons actuellement environ 35 à 40%, selon à qui l'on se fie et ce que l'on compte, de notre puissance militaire déployée autour ou à proximité de l'Iran. Cela signifie, premièrement, que nous négligeons les stratégies des commandants de combat à travers le monde. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas remplir leur mission de commandement de présence, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne des alliés comme le Japon. Ils ne peuvent pas mener leur mission de liberté de navigation, qui sont assez importantes. Car peu importe ce que les gens dans le monde pensent de la liberté de navigation, c'est en réalité la marine des États-Unis qui la garantit. Parfois, cela sert nos propres intérêts, certes, mais cela assure en permanence la liberté de navigation. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons mené un exercice récemment en Chine, nous avons effectué certaines opérations liées à des points de passage, comme le détroit de Malacca, le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, ainsi que le Bab el-Mandeb en mer Rouge. Devinez qui était présent? C'était une équipe éclectique. Le monde entier y était pratiquement représenté. Grande puissance et intérêt économique, tous réunis dans ce groupe. Devine qui a été invité à venir en premier par tout le monde, y compris la Chine et les États-Unis, la marine américaine, parce que nous avons la réputation, méritée la plupart du temps, je pense, de protéger la navigation en haute mer. Maintenant, Trump a mis cela en grand danger avec ses frappes dans les eaux internationales contre des soi-disant trafiquants de drogue et autres, et il l'a aussi mis en péril pour d'autres raisons. Mais malgré tout, nous restons le garant de la liberté des mers. Nous ne pouvons pas assurer ce rôle dans de nombreuses zones très importantes en ce moment. Si cela devait devenir un problème, nous aurions vraiment une difficulté majeure. Et enfin, nous souffrons énormément en ce qui concerne le personnel. Et je sais que Hegseth ment à ce sujet de manière récurrente, en particulier en ce qui concerne l'armée, principalement parce qu'il a intégré dans l'armée environ 11% de personnes issues de la catégorie intermédiaire, qui ne sont pas de bons soldats. Ce ne sont certainement pas des gens que l'on voudrait mobiliser pour le combat. Pensez par exemple aux 100 000 de McNamara au Vietnam. Il y a donc toutes sortes de problèmes avec cela, en plus du fait que nous dépensons l'argent des contribuables, des milliards et des milliards de dollars, pour tout cet appareil militaire déployé autour et à proximité de l'Iran. Et chaque jour, il y en a de plus en plus, ce qui ne semble pas inquiéter Trump, mais je suis sûr que cela préoccupe probablement le Pentagone et sans doute aussi le Congrès, du moins ceux qui réfléchissent de temps en temps au budget. Donc, tous ces éléments influencent ce qui se passe ici, et chacun d'eux aura un impact sur la décision de Trump, d'autant plus qu'il tarde à la prendre. Il y a des facteurs comme la lumière de la Lune, la météo en général, et d'autres paramètres
qui rendent l'attaque plus ou moins idéale. Nous avons eu de vrais problèmes avec cela, par exemple avec George W. Bush en 2003, parce que certaines personnes au sein de l'administration disaient « Eh bien, peut-être que nous ne devrions pas le faire maintenant ». Et l'armée a répondu « Eh bien, nous devons le faire à cause de la chaleur. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons le faire. » Nous devons le faire maintenant, ou ne pas le faire du tout pendant un long moment, au moins jusqu'à ce que la tension retombe un peu. Il se passe donc toutes sortes de choses en ce moment qui pourraient influencer la décision dans un sens ou dans l'autre, sans parler de la nature imprévisible de Donald Trump. Et je reviens sur le point que je souligne partout où je le peux. Donald Trump ne veut pas de guerre. Il est pris entre Bibi Netanyahu d'un côté et Miriam Adelson et d'autres comme elle de l'autre. Le lobby juif, très puissant, très fortuné et absolument essentiel à sa réélection, ainsi qu'au maintien par les républicains des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat. D'un côté, et de l'autre, Bibi Netanyahu, dont l'adversaire déclaré, si l'on peut dire, Naftali Bennett, a désigné la Turquie comme le prochain ennemi après l'Iran, révélant ainsi au grand jour l'affaire du Grand Israël, ce qui, j'en suis sûr, a beaucoup intéressé Doha, Abu Dhabi, Riyad et d'autres dans le monde arabe. Nous avons donc tous ces facteurs qui entrent en jeu. En outre, la situation est vraiment lourde de risques de catastrophe. Permettez-moi de donner un exemple. Hier, j'ai vu une carte indiquant l'emplacement de chacun de nos navires à ce moment précis. 3 d'entre eux se trouvaient dans le Golfe même. 3 bâtiments de combat de la marine dans le Golfe. C'est une carte exacte et elle vient du New York Times ou d'une source similaire. C'est une carte exacte et je pense qu'elle l'est probablement. Ces navires sont fichus. Ils sont fichus. Aucun marin de la marine des États-Unis, lorsque j'étais membre du commandement du Pacifique, le plus grand commandement du dispositif américain, le fournisseur de force pour le commandement central, un petit commandement insignifiant à l'époque, n'aurait jamais envisagé de placer un porte-avions dans le Golfe. Nous l'avons fait depuis, et la plupart du temps, nous n'y mettions même pas un navire de guerre. L'eau est trop peu profonde, le rayon de virage trop grand, les mers trop étroites, le détroit trop resserré. Vous êtes condamné si vous entrez dans le Golfe Persique face à un ennemi qui sait ce qu'il fait. Et je vous prie de m'excuser, l'Iran sait désormais très bien ce qu'il fait. Donc, chacun de ces navires est perdu si cela commence. Qui voudrait voir, surtout si vous êtes le président, en première page, au-dessus de la pliure, à droite du New York Times, USS coulé avec tout l'équipage à bord dans le Golfe Persique, ou ailleurs. Toute cette affaire est pleine de problèmes, Nima. Et tous ces problèmes, d'une manière ou d'une autre, parviennent probablement à Trump, soit par Kane, soit par l'armée, pas par ces généraux absurdes à l'extérieur qui prétendent que tout ira bien et qui ont probablement de gros investissements financiers dans cette hypothèse. Mais par de vrais conseils, Vance, Gabbard, peut-être d'autres, il reçoit différentes formes de recommandations et je pense qu'il réfléchit à 2, voire 3 fois à ce qu'il envisage de faire. Larry, le porte-avions américain Gerald Ford se trouve près d'Israël, mais il fait face à un énorme problème d'égout, plus précisément avec les toilettes. Ce n'est pas seulement une question de toilettes, d'ailleurs. Il y a aussi le risque de maladies pouvant découler de ce genre de problème dans un tel environnement. Penses-tu que Donald Trump l'utiliserait pour défendre Israël ou, s'il attaquait, qu'il s'en servirait pour frapper? Quel est le but du Gerald Ford? Laisse-moi te dire un autre problème, Nima, que la marine n'admettra jamais, ni le président, s'il est même au courant. Ils n'ont pas assez de marins. Ils n'ont pas assez de marins. La marine a connu une grave pénurie de recrutement.
Sa composante de réserve, qui est nécessaire pour des opérations comme celles que nous envisageons ici, affiche un déficit de 40%. 40%. Cela signifie qu'un poste sur 2 n'est pas pourvu. Il y a une forte pénurie dans les hôpitaux, chez les médecins, les infirmiers et dans d'autres domaines. Et c'est la marine, c'est le complément médical essentiel de la marine. Tu as des marins sur le Ford et tu as des marins sur d'autres navires qui sont en mission depuis 9 mois ou plus. Ils partagent même les couchettes en réalité. Vous prenez un navire et vous l'amenez à Norfolk, par exemple, puis vous retirez l'équipage pendant 2 semaines. Ils y ont passé 9 mois. Et vous les renvoyez pratiquement aussitôt sur un autre navire pour une nouvelle mission, avec très peu de temps à terre pour passer du temps avec leur famille ou qui que ce soit d'autre. Les marins sont épuisés et ils en ont assez de ce genre de routine. Donc, vous avez aussi ce type de problème sur ces navires. Ils ne seront pas rendus publics, du moins tant qu'on pourra empêcher qu'ils le soient. Mais ces problèmes existent. Quand Trump, par exemple, parle d'atteindre 330 navires dans la marine américaine, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie même au sein de la marine, car ils savent qu'ils ne pourraient pas armer autant de navires. Ils seraient en cale sèche. Ils resteraient au port parce qu'ils ne pourraient pas naviguer. Ou bien ils feraient ce qu'ils font maintenant, faire tourner les équipages. Ils feraient naviguer le navire, changeraient d'équipage, referaient naviguer le navire, changeraient encore d'équipage et l'équipage partirait après 3 ans. C'est terrible pour le moral. C'est donc un autre aspect du Venezuela. Et maintenant de l'Iran. L'Iran. Vous avez envoyé ces gens en mer, vous les y avez maintenus longtemps et le moral baisse. Peu importe combien d'amiraux se manifestent, comme ce 3 étoiles l'autre jour disant « Oh, nous pouvons régler l'Iran en un jour, nous pouvons en finir avec l'Iran », ces gens sont fous. Ils sont dingues. Ils ne le feront pas en un jour. Ils ne le feront pas en 3 jours. S'ils arrivent toutes armes dehors, pour ainsi dire, s'ils arrivent de manière spectaculaire et instantanée, presque comme ce que Colin Powell aurait qualifié de tentative de créer de la détermination dans les premiers instants de la bataille, alors peut-être qu'ils pourraient s'en sortir plutôt bien. Je le pense vraiment. Ils pourraient s'en sortir plutôt bien. Ils n'atteindront pas leurs objectifs et ils vont tuer beaucoup de gens, mais ils pourraient s'en sortir plutôt bien. S'ils arrivent par petits morceaux, ils vont arriver comme n'importe quelle armée qui avance par petits morceaux, et ils obtiendront ce que toute armée qui avance par petits morceaux obtient habituellement. Ils vont subir de lourdes pertes, petit à petit. Et alors on se dit, « Waouh, il faut que j'y aille plus fort. » Ou « Il faut que j'y aille plus fort. » Un peu comme ce que nous avons fait au Vietnam. Vous savez, un petit peu ici, oh, ça n'a pas marché. Un petit peu là, ça marche toujours pas. Un peu plus, maintenant, on va voir. Et puis on arrive avec tout ce qu'on a. Nous n'avons jamais fait ça au Vietnam. Et même si nous l'avions fait, à part utiliser des armes nucléaires, je ne suis pas sûr que cela aurait changé quoi que ce soit. Vous voyez donc de quoi je parle ici, en ce qui concerne les principes clausewitziens fondamentaux sur l'usage de la force militaire, à propos desquels Trump ne sait absolument rien. Zéro absolu. Sa tête est vide dès qu'il s'agit de stratégie militaire, d'opérations militaires ou de tactique militaire. Tout ce qu'il sait, c'est « Oh, on a tué ce type ». Oh, bien. Tu l'as eu. Tu sais, à propos de Qassem, le chef iranien des gardiens de la révolution, oui, je me souviens plus, le général Soleimani, oui, Soleimani. Qassem Soleimani, n'est-ce pas? Oui, et c'était al-Baghdadi là-bas, en Syrie. Voilà ce qu'il comprend. Oh, une frappe, on tue quelqu'un, c'est bien, c'est vraiment bien. Je ne pense pas qu'il comprenne quoi que ce soit aux véritables opérations militaires. Et franchement, nous n'avons pas mené de véritables opérations militaires, du genre que l'Iran provoquerait si nous étions intelligents, depuis, à peu près, la guerre de Corée.
Peut-être la première guerre du Golfe, mais je ne mettrais même pas la première guerre du Golfe là-dedans, parce que Saddam Hussein n'était pas vraiment un stratège. Saddam Hussein was not much for strategy, and that was a pretty easy war, really. Et c'était une guerre plutôt facile en réalité. Mais peut-être que la Corée, la Seconde Guerre mondiale, certainement, peut-être que nous avions ce genre de campagne et de guerre. Nous n'en avons pas eu une de ce type depuis très longtemps. Et au fait, nous n'avons pas gagné de guerre depuis très longtemps. Et celle-ci ne fera pas exception. Tout cela pèse sur Trump. Cela le préoccupe. Et le message commence à lui parvenir de la part de personnes un peu plus réfléchies, un peu plus prudentes, un peu plus soucieuses du pays, que cela ne sera peut-être pas une promenade de santé. En effet, cela pourrait en être très loin. Larry, je pense que s'ils décident d'attaquer, ce serait, tu sais, une attaque planifiée, de manière à ce que le moment initial soit d'une certaine façon surprenant pour les Iraniens. Je ne sais pas si c'est possible, compte tenu du niveau d'information dont dispose l'Iran et du degré de préparation de l'armée iranienne en ce moment. Ils ont tout, ils ont même la Russie et la Chine qui les informent si quelque chose se passe. Cela rendrait extrêmement difficile de surprendre l'Iran avec une attaque. Vous n'allez pas obtenir de surprise stratégique. Absolument pas. Vous n'allez pas non plus obtenir de surprise opérationnelle. Vous pourriez avoir un certain degré de surprise tactique, car vous pouvez choisir votre heure, votre moment, l'obscurité, la date. Vous savez, tous les éléments qui vont avec. Mais la surprise tactique ne serait que momentanée. Momentanée. Et si j'étais l'Iran, et je ne pense pas qu'ils le feront, peut-être pouvez-vous m'éclairer là-dessus, mais si j'étais l'Iran, au moment même où je sentirais la poudre dans l'air, je détruirais Israël. Ce serait mon premier choix. Mis à part me défendre contre ce qui pourrait venir de l'Empire, ma première action offensive serait de détruire Israël de Bibi Netanyahou. Simplement le détruire. Et je ne pense pas que nous pourrions l'empêcher. Vraiment pas. Ce serait, à mes yeux, l'acte suprême de génie stratégique de la part de l'Iran. Ignorer tout le reste, sauf lever la main, tu vois, comme pour dire « Ah, défends ça !» et attaquer avec tout ce qu'ils ont offensivement, non pas Doha, non pas Ras Tanura en Arabie Saoudite, non pas le Détroit, mais Israël. Mettre tout ce qu'ils peuvent sur Israël et le détruire. Je pense, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, que la principale cible serait Israël si les États-Unis attaquaient. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas quel est le raisonnement du côté de l'armée, mais ils semblent vraiment y réfléchir. Ils ont vraiment dit qu'ils allaient le faire. C'est intelligent. C'est très intelligent, car cela détournerait finalement aussi les États-Unis, puisqu'ils ne défendraient alors pas Israël. Larry, vois-tu, ces États arabes du Golfe Persique utilisaient leur système de défense aérienne pour défendre Israël, après avoir entendu ce qu'a dit l'ambassadeur américain en Israël, à savoir que tous ces pays vont faire partie d'Israël et que cela ne lui pose absolument aucun problème. Eh bien, une chose sur laquelle on pouvait compter avec les Arabes, Nima, c'est qu'ils soient duplicitaires, de mauvaise foi et en fin de compte, du côté de l'Empire. Je veux dire, on pouvait presque en être sûr. Je serais toutefois moins enclin à le dire en ce moment précis, à cause de choses comme Huckabee et d'autres éléments encore plus révélateurs. Car je comprends qu'il y a eu récemment une sorte de paix nominale déclarée entre Abu Dhabi, Doha et Riyad. Autrement dit, ils sont tous d'accord sur cette question. Ainsi, une autre conséquence néfaste de cette stratégie de guerre de Trump, si j'ose l'appeler ainsi, c'est qu'il est en train de souder les Arabes dans une opposition inédite à Israël.
an unheard of opposition to Israel. And that's dangerous for Israel too. Et c'est dangereux pour Israël aussi. C'est ce qui semble se passer. J'ai même entendu dire qu'il y a eu une sorte de réconciliation, pour le moment, entre Mohammed Ben Zayed et Mohammed Ben Salman, ainsi qu'avec d'autres qui étaient récemment en désaccord sur tout. Des Houthis au soutien à l'Iran, ou la colère contre l'Iran, ou la neutralité, ou quoi que ce soit d'autre. Et certains d'entre eux sont vraiment préoccupés par ce qu'ils voient. En fin de compte, par ce qu'ils voient à Gaza. Parce qu'ils ne voient pas en quoi cela pourrait être bénéfique pour les Palestiniens. Non pas parce qu'ils s'intéressent aux Palestiniens, mais parce que, en fin de compte, ils s'intéressent à leur propre rue et aux gens qui y vivent. J'ai dit cela à un autre podcasteur, je ne t'ai pas mentionné, mais j'ai dit, tu sais qu'il y avait même eu des discussions dans certains cercles iraniens sur la possibilité d'accueillir les Palestiniens, ou une bonne partie d'entre eux, en Iran. J'ai même cité Cyrus le Grand et la manière dont il avait pris soin des Juifs, à tel point qu'en hébreu, ils utilisent leur terme pour Messie, afin de désigner Cyrus le Grand. Et j'ai parlé des quelques 50 000 Juifs vivant actuellement en Iran paisiblement, menant une vie plutôt bonne, aussi bonne que possible là-bas, avec les sanctions et tout. Et j'ai dit, waouh, ce serait intéressant si les Iraniens faisaient quelque chose comme ça, et privaient Jared Kushner et ses clients de leur plan, qu'ils accueillent les Palestiniens en Iran et disent, c'est bon Israël, ils reviendront un jour, et nous pourrions les aider. Mais tu l'as obtenu pour l'instant. Vas-y, construis tes stations balnéaires et tout le reste. En même temps, j'ai attiré l'attention de cette personne sur ce qui se passait avant qu'Israël ne fasse tout cela à Gaza. Les Palestiniens allaient à la plage. Ils profitaient de leur plage. Ils y passaient de bons moments. C'était une station balnéaire pour eux. Maintenant, tu parles d'en faire un royaume doré à la Trump. Tu penses vraiment qu'ils vont permettre aux Palestiniens d'y aller? Tu penses vraiment qu'ils vont laisser les Palestiniens vivre dans les appartements qu'ils prévoient de construire, sur les décombres, et sur les 100 000 hommes, femmes et enfants morts dans ces décombres? Tu penses vraiment qu'ils vont laisser les Palestiniens y vivre? Bien sûr que non. Peut-être si l'un d'eux est milliardaire ou possède énormément d'argent, peut-être alors. Mais sinon, ils n'iront pas vivre là-bas. Ils n'iront pas vivre là-bas. Ce seront les amis de Kushner et de Trump qui y vivront. Ce seront les amis de Witkoff qui y vivront. Donc si vous faisiez cela, l'Iran, quel changement merveilleux cela apporterait à ce colossal projet colonial à Gaza en ce moment. Et oh, au fait, j'ai vérifié hier soir le cessez-le-feu. Ils ne l'ont pas respecté une seule période de 24 heures à Gaza. Ils ont tué jusqu'à 200 personnes en une seule journée, et ils en ont tué en moyenne 25 à 30 chaque jour du cessez-le-feu. Je continue de dire que cessez-le-feu ne doit pas être traduisible en hébreu. Larry, penses-tu que les Israéliens, en gros, le gouvernement Netanyahou, estiment que si une guerre éclate, l'essentiel de l'attention de l'Iran se porterait sur les États-Unis et les États arabes du Golfe Persique? Est-ce pour cela qu'ils pensent qu'ils ne seraient pas autant touchés? Tu te souviens, la dernière fois, quand les États-Unis étaient sur le point d'attaquer l'Iran, Netanyahou disait qu'il n'était pas prêt, et tout ça. Il semble que cette fois, ils pensent pouvoir rester en dehors du conflit, qu'ils ne seraient pas autant affectés si une guerre éclatait, parce que l'Iran serait occupé par les attaques américaines et les États arabes du Golfe Persique. Je ne sais pas si c'est vraiment la stratégie du côté iranien, mais en Israël, ils semblent le croire. Eh bien, je pense que c'est à l'avantage de l'Iran, car comme nous en avons parlé au début,
Je pense que l'Iran serait très avisé de se concentrer sur Israël, du moins au départ. Vous savez, lever une main pour se défendre du mieux possible contre les États-Unis et d'autres, les F-35, peu importe. Mais concentrer le véritable Schwerpunkt, comme diraient les Allemands, concentrer les missiles sur Israël et détruire Israël. Je crois qu'ils pourraient probablement le faire, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la Belle Guerre. Je pense que si leur capacité de renseignement s'est améliorée au point de pouvoir viser au moins 80% du cœur du dispositif défensif d'Israël, puis d'étendre cela à tout ce qu'ils peuvent atteindre avec leurs missiles balistiques, ils pourraient probablement y parvenir en environ 96 heures. Juste une fusillade, l'une après l'autre, sur les cibles qu'ils savent être cruciales. Si pendant cette fenêtre de 96 heures, et d'une certaine manière avec votre main gauche, vous avez réussi à contenir suffisamment les États-Unis pour qu'ils ne vous écrasent pas autant qu'ils le pourraient, et que vous avez détruit Israël, où en êtes-vous alors? 96 heures plus tard, peut-être un peu plus, où en êtes-vous à ce moment-là? Que vont faire les États-Unis? Israël est caput. Israël est fini. Israël est terminé. On n'arrive même plus à les joindre au téléphone. Nos gens sont morts aussi, car nous avons beaucoup de ressortissants en Israël. Ce serait, à mon avis, un triomphe pour l'Iran, et un triomphe avec lequel nous aurions du mal à composer, surtout s'ils disposaient encore de suffisamment de moyens pour frapper chez nous, en Arabie Saoudite et ailleurs. Je ne sais tout simplement pas quelles sont leurs réserves. Des gens comme Scott Ritter, Larry Johnson et d'autres ne cessent de dire qu'ils possèdent une quantité incroyable de missiles. Je ne les ai pas comptés. Je ne sais pas quelle est cette quantité. Je soupçonne qu'elle est assez redoutable, compte tenu de l'accord trilatéral désormais conclu entre la Russie, la Chine et l'Iran. Mais nous savons, ou du moins nous pouvons prévoir, ce que les États-Unis doivent utiliser pour attaquer l'Iran, au moins 600 ou 700 missiles Tomahawk. Je ne sais pas combien de temps il faudrait pour épuiser tous ces moyens, ni comment ils pourraient le faire. Les Tomahawks seraient la dernière chose dont je me préoccuperais. Ce qui m'inquiéterait le plus, ce sont les F-35 et les avions similaires, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent livrer et comment ils peuvent coordonner cette livraison. Je me souviens, je vais simplement vous donner un exemple. Mon séminaire du Marine Corps War College et moi avons effectué notre première visite aux forces des États-Unis en Corée, à l'époque où le général Gary Luck était aux commandes. Nous avons eu une séance d'environ 1 heure avec le commandant lui-même, le général Gary Luck. Vous vous souvenez peut-être que durant cette période, le secrétaire Perry était également présent. Le secrétaire Perry a eu la gentillesse de nous accorder 1 heure non planifiée avec lui. Il s'est proposé de le faire après notre séance avec le commandant en chef, le général Luck. Nous avons donc eu à la fois le secrétaire à la Défense et le commandant des forces américaines en Corée, qui nous ont exposé leur point de vue. L'un de mes marines a posé une question, et j'en viens au fait, pardonnez ma longueur. Que se passe-t-il lorsque ces canons sortent, ces obusiers, ces pièces d'artillerie sortent des grottes et tirent? Car c'était l'estimation à la fois du renseignement coréen et américain, au moins 10 obus chacun sur Séoul. Et nous parlons ici d'une énorme quantité d'artillerie, Nima. Nous parlons de milliers de pièces d'artillerie dans ces montagnes et ces grottes. Eh bien, le plan, bien sûr, c'était de lancer tous les moyens aériens dont disposaient les Sud-Coréens et nous-mêmes sur la péninsule, à Guam et ailleurs. Nous allions les déployer et détruire ces canons dès qu'ils sortiraient pour tirer. Nous savions que nous ne les aurions pas avant peut-être le 8e, le 9e ou le 10e tir, voire un peu plus tard.
Nous parlons donc d'environ 30 000 obus tombant sur Séoul, la grande région métropolitaine. Alors mon marine a posé la question. Quelle est votre inquiétude à ce sujet? Vos avions vont-ils pouvoir décoller? Si tout fonctionne, vont-ils pouvoir atteindre leur cible à temps pour les frapper avant qu'ils ne tirent le 11e, le 12e et le 13e obus? Non. Eh bien, que pensez-vous qu'il va se passer? Eh bien, Séoul va être vraiment en difficulté. Et vous savez ce qui m'inquiète le plus, a-t-il dit, c'est qu'il y a 250 000 Américains vivant dans la grande région de Séoul, et beaucoup d'entre eux vont être des victimes. Il y a 50 000 Chinois, 45 000 Japonais, et ensuite on descend la liste des non-combattants dans la grande région métropolitaine de Séoul. Alors on le regarde et on lui dit « Eh bien, vous ne voulez vraiment pas que ça commence, n'est-ce pas? » Non, non, nous ne le voulons pas, mais nous sommes prêts. Il faut dire ça quand on est militaire. Et il avait raison, ils étaient prêts. Ils étaient prêts, mais cela allait être, dans une certaine mesure, une victoire à la Pyrrhus, surtout pour les habitants de Séoul, car beaucoup d'entre eux allaient mourir. Les Nord-Coréens avaient en fait élaboré une stratégie, nous l'avons découvert plus tard, selon laquelle ils feraient quelque chose de ce genre, puis s'arrêteraient et proposeraient un armistice afin de sauver le reste de Séoul. Il y a là aussi un détail intéressant que nous avons évoqué avec lui lors d'une visite ultérieure, enfin, avec un autre général. Mais tout cela pour dire qu'on ne sait jamais. On ne sait tout simplement jamais ce qui va se passer. Et si l'ennemi est vraiment malin et dispose d'une capacité du type de celle qu'avait, par exemple, la Corée du Nord à l'époque avec ses obusiers, le mieux que l'on puisse faire, c'est peut-être d'empêcher l'ensemble du complexe de s'effondrer, c'est-à-dire la Corée du Sud. Nous avons ensuite posé la question, et nous l'avons posée au Dr. Perry, de retour aux États-Unis. Que se passe-t-il s'ils obtiennent une arme nucléaire? Eh bien, nous y sommes maintenant. Alors comment changez-vous votre stratégie à présent? Je ne sais pas, mais c'est un exemple du fait qu'aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Aucun plan. Au moment où vous larguez la première bombe, votre plan commence à s'effondrer. Et il faut se poser la question à chaque étape du processus. En général, nous posons la mauvaise question. Croyez-moi, j'y étais et je l'ai vu se produire. Exercice militaire après exercice militaire. Je l'ai vu. Vous vous approchez et vous demandez « Alors comment ça se passe ?» Au commandant en second, au colonel ou à n'importe qui d'autre. « Oh, tout se déroule comme prévu. » Faux. Lève-toi de ton ordinateur, on va te donner une leçon. Comme prévu? Ce n'est pas ce qu'on te demande. Accomplis-tu ta mission? Voilà la vraie question. Eh bien, comment le savoir? Nous n'avons même pas encore commencé. Tu ferais bien de le savoir, parce que c'est la question clé. Accomplis-tu ta mission? Tout peut se dérouler selon le plan, et pourtant tu peux tout perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée, et cela pourrait se reproduire ici aussi. Tu sais, les gens se disent, eh bien, tout se passe comme prévu, des F-35 ici, pause, très bien. Tu as des Tomahawk ici, des F-35 là, des F-16 ici, des F-15 là. Tu as un sous-marin ici, un porte-avions là, des sorties aériennes générées ici, du ravitaillement en vol là-haut. Tout se déroule selon le plan. Israël a été détruit, tout se déroule encore selon le plan. C'est ainsi que réfléchissent les vrais commandants militaires, les intelligents. Les intelligents comme Doug McGregor, les intelligents comme moi. Larry, aujourd'hui, j'ai essayé d'insister un peu. J'ai tenté de demander, de vraiment pousser le professeur Morandi à répondre à ma question. Qu'est-ce qui changerait si les États-Unis attaquaient en termes de doctrine et de stratégie de l'Iran concernant les armes nucléaires?
et il a essayé de répondre, mais d'après ce que j'ai entendu en Iran, et d'après ce qu'il a dit jusqu'à présent, l'Iran produirait des armes nucléaires si les États-Unis attaquaient, peu importe le temps que cela prendrait, simplement pour sortir de la guerre. Et cette guerre pourrait durer des années de conflit entre les États-Unis, Israël, l'Iran et tous les autres. Mais je pense que le résultat serait un Iran nucléaire, un pays doté d'armes nucléaires, de bombes nucléaires. Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis feraient cela, si tout le concept de ce conflit, de cette guerre, est d'empêcher l'Iran d'obtenir des bombes nucléaires. Alors pourquoi aller aussi loin et les y pousser? Pour certains d'entre nous, c'est vraiment difficile à comprendre. Mais après tout, regardez la Russie. Que s'est-il passé avec la Russie? Souvenez-vous de ce qu'était l'armée russe avant le début du conflit en Ukraine. C'était une force défensive. Regardez ce qu'est devenue la Russie aujourd'hui. C'est une excellente observation et une excellente question. Et je vais y ajouter un peu de rhétorique. Hier soir, j'ai écouté Netanyahou parler en hébreu. Je ne parle pas hébreu, donc j'ai dû suivre les sous-titres. Mais quand il parle en hébreu, j'y prête une attention particulière, car en général, en hébreu, il révèle bien davantage sa véritable personnalité et sa stratégie, si l'on peut dire, que lorsqu'il parle en anglais, car l'anglais s'adresse toujours à son public américain. Il a terminé ses remarques, qui étaient décousues, accablantes et féroces à bien des égards, en parlant de ce qui se passerait lorsque les États-Unis attaqueraient. Il a terminé ses remarques par, et je l'ai vérifié 2 fois. J'ai repassé l'enregistrement 2 fois pour m'assurer que j'avais bien compris les sous-titres. J'aimerais parler hébreu pour pouvoir saisir toute la férocité de ce qu'il a dit, plutôt que de ne le comprendre qu'en anglais, une langue seconde. Mais ce qu'il a dit, en substance, c'était « Et si les choses tournent mal, ils auront la plus grande surprise de leur vie. » Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il va déclencher une arme nucléaire, ou 2, ou 3. Cela ne pouvait signifier que cela. Je ne serais pas surpris en ce moment, Nima, si les bombes étaient déjà en train d'être déplacées, ou peut-être déjà en place. Et cela voudrait dire que nous devrions en être conscients, je pense, car nous avons des gens un peu partout dans ce petit pays en ce moment. Mais dans quelle mesure cela pourrait-il aider Donald Trump et sa position aux États-Unis? Car après tout, nous savons que Donald Trump est, d'une certaine manière, tellement obsédé par sa position, parce que serait le résultat de sa présidence. S'en soucie-t-il vraiment? Se préoccupe-t-il de ce que l'avenir réserve aux États-Unis et de ce que les conséquences de son administration signifieront pour l'avenir du pays? Je pense qu'il faut le saisir sur le moment. On le surprend parfois à certains instants, apparemment, à moins qu'il ne soit tout simplement en train de dissimuler et de se montrer complètement duplice. Il s'inquiète des élections de mi-mandat, du Parti républicain et de sa base, et il se préoccupe de sa propre place dans l'histoire. À d'autres moments, il semble totalement indifférent à tout cela. Il se moque complètement du Parti républicain, ne se soucie pas de savoir s'ils gagneront ou perdront les élections de mi-mandat. Il ne se soucie même pas de savoir s'il permettra ou non qu'elles aient lieu. Et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il tente quelque chose pour les empêcher d'avoir lieu. Je ne sais pas comment le juger en me basant sur ce genre de nature changeante, surtout en réponse au type de questions que vous venez de poser. Mais je pense que cela le rend d'autant plus dangereux, dans le sens de ce qui pourrait découler de ce véritable chaos que nous avons
et qu'il a en grande partie créé avec l'Iran. Soyons honnêtes, lors de son premier mandat, il s'est retrouvé face à un accord nucléaire qui faisait presque tout, sinon tout, pendant au moins 25 ans, de ce que nous voulions voir accompli concernant le programme nucléaire iranien. Qu'a-t-il fait contre le droit international, contre les autres partenaires de l'accord, tous des alliés, sauf la Russie et la Chine, contre presque tous les sentiments dans le monde, j'oserais dire, il l'a anéanti. Il l'a annulé sans même un mot d'adieu. Je ne pense pas qu'il y ait réfléchi un seul instant. Je ne crois même pas qu'il ait reçu de véritables informations à ce sujet. Il voulait simplement marquer un point politique, montrer qu'Obama avait échoué dans ce qui constituait la réussite diplomatique du premier quart du XXIe siècle. C'était une erreur, et Obama l'avait commise. Cet homme noir à la Maison-Blanche avait fait cette erreur. Il n'aurait jamais dû s'y trouver. L'idée même qu'un homme noir soit à la Maison-Blanche n'aurait jamais dû se produire. C'est pour cela qu'il l'a fait. Il ne l'a pas fait sur la base d'un principe stratégique solide, d'un raisonnement diplomatique cohérent ou d'intérêts de sécurité nationale bien fondés. Il l'a fait pour Donald Trump et il l'a fait pour contrarier Obama. Maintenant, il en prend conscience, je pense, et il essaie en fait de mettre sur pied un accord qui, à première vue du moins, ressemble beaucoup au JCPOA, peut-être sans le moratoire de 25 ans ou quelque chose du genre. Je ne sais même pas s'il est sérieux à ce sujet, mais cela semble être l'orientation de ses négociations avec Witkoff et Kushner, ou avec quiconque il a là-dedans. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes à un point où nous avons affaire à un fou, à bien des égards, et il est toujours là, avec toujours le doigt sur la gâchette. Essayez de prédire l'issue de cela. Je serais simplement reconnaissant si ce soir, lorsque le discours sur l'état de l'Union commencera, il ne dit pas, comme mon président l'avait fait dans un contexte similaire, « Mesdames et messieurs, ce soir, des bombes tombent sur l'Irak, l'Iran, dans son cas. Nous venons de lancer l'opération Venger les anges, ou quel que soit le nom stupide qu'ils vont lui donner. Peut-être qu'ils ont déjà trouvé un nom. Je n'en sais rien. Je m'en fiche. Ces noms sont idiots. Ils sortent d'ordinateurs et de la tête d'autres idiots. Opération Liberté immuable. Opération Juste Cause. J'ai trouvé que c'était la chose la plus stupide qu'on ait jamais faite, l'appeler Opération Juste Cause. C'était la plus grande descente antidrogue sans mandat de l'histoire. Voilà ce que c'était, contre un type que nous soutenions dans son trafic de drogue. Mais on lui trouvera bien un nom, s'il reste encore quelqu'un pour le faire. Larry, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder le podcast. L'interview que Tucker Carlson a faite avec Mike Huckabee. Oh, oui. Oh yes. Malade. C'est écœurant. Ces gens, Larry, toute cette discussion est simplement troublante. C'est tellement difficile de comprendre Mike Huckabee et d'où il vient. Mais ces gens, les considères-tu comme religieux? Sont-ils vraiment ce qu'ils veulent que nous voyions en eux? Parce que toute la base de son argument, le fondement de sa pensée, reposait sur ce verset, Genèse 15, Genèse 16. Tout cela est religieux. Et toi, tu es un fonctionnaire travaillant dans un système gouvernemental qui sépare tes convictions religieuses personnelles de ton rôle officiel. Alors, comment comprends-tu ces gens? Bienvenue dans la dernière itération du Grand Réveil en Amérique. Nous en avons connu plusieurs. Certains historiens diront 4, 5, peu importe. Voici le plus récent, et il a séduit des gens comme Ted Cruz, Mike Huckabee et bien d'autres encore. Et apparemment Pete Hegseth au Pentagone, car il organise là-bas des réunions de prière avec des civils et des militaires.
au cours desquels il présente son pasteur personnel, qui croit que les femmes ne servent qu'à faire des bébés, ne devraient pas voter et n'auraient jamais dû obtenir le droit de vote. C'est bien de cela que tu parles, Nima. Ce sont des troglodytes. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est venu et a répudié l'Ancien Testament. C'est vraiment ce qu'il a fait lorsqu'il a chassé les pharisiens, les sadducéens, les prêteurs d'argent, les changeurs et d'autres imbéciles du temple. La seule fois d'après la Bible où le Christ a réellement perdu son sang-froid, c'est quand il les a expulsés. Il rejetait ce que Ted Cruz et Mike Huckabee croient encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à savoir Israël est le peuple élu, et que si l'on s'aligne sur le peuple élu, même en tant qu'ambassadeur de son propre État auprès d'eux, on doit le faire, on doit s'aligner sur eux. Alors on sera sauvé pour toujours. Tu vas être avec le peuple choisi de Dieu. Ce sont les plus puissants, les plus ingénieux, les plus entreprenants. Ils fabriquent les meilleures armes. Ce sont les meilleures personnes sur la face de la terre. Et tu ferais mieux d'être avec eux. Tu ferais mieux d'être avec eux. Tu ferais mieux d'aller sur le mont du Temple et d'être d'accord avec Ben Gvir quand il veut éradiquer la mosquée Al-Aqsa et construire le temple de personne. Tu ferais mieux d'embrasser le mur. Tu ferais mieux de porter le vieux haut de forme. Tu ferais mieux de faire tout ça. Voilà, Mike Huckabee. Ce n'est pas notre ambassadeur en Israël, c'est l'ambassadeur de Bibi Netanyahou en Israël qui se trouve porter les attributs d'un citoyen américain. C'est écœurant. Mais Cruz aussi, et tous ces gens également. Ces gens que Pegseth amène au Pentagone invoquent l'Ancien Testament pour justifier le meurtre de femmes, d'enfants, de bébés. Nous avons mis fin à tout cela. Nuremberg y a mis fin, du moins je le croyais. Nous avons créé le droit international pour contenir les instincts de l'homme à commettre ces actes odieux contre ses semblables, hommes, femmes, bébés, enfants et tout le reste. C'est ce que nous avons fait. Mais tout cela a disparu. C'est fini maintenant. Et Trump a déposé une rose sur son cercueil. Et Huckabee est l'émissaire de ce cercueil et de cette rose. C'est un traître. C'est un individu répugnant. Mais Ted Cruz l'est aussi. Lindsey Graham aussi. Pete Hegseth aussi. Tous ces gens qui croient que Dieu est de leur côté, Dieu, j'ai une information pour eux, n'est du côté de personne, et sûrement pas du vôtre. And Larry's. Larry, j'ai récemment regardé le podcast de Sean Ryan. Je ne sais pas si tu le connais. Je pense que c'est l'un des meilleurs podcasts que notre public puisse regarder. Il a eu une conversation de plus de 4h30 avec Michael Lester, qui est un... Oh, je t'ai perdu. Uh-oh, lost you. Reviens. Come back. Ouais, Tu m'entends, Larry? Je te reçois maintenant. Ouais, il s'est passé quelque chose. oui, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont après toi, ils sont après toi. C'est possible. Larry, de quoi parlait ce podcast? Sean Ryan discutait avec Michael Lesser, un ancien marine américain, et il a dit quelque chose à propos des partis politiques aux États-Unis. Voici la partie qu'il a mentionnée, le système aux États-Unis. J'aimerais avoir ton avis sur ce qu'il a dit. Je pense que notre pays est occupé. Je pense que la plupart de nos politiciens sont redevables à d'autres forces. Tu crois qu'ils en ont même conscience? Oh oui, ils le savent. Tous? Ce serait difficile de ne pas le savoir.
Tu as l'impression que le niveau des personnes qui se lancent en politique est plus bas qu'avant? Je pense que ce sont des opportunistes. Tu crois qu'ils y vont déjà en tant qu'opportunistes? Je pense que beaucoup d'entre eux, oui, je pense que beaucoup y vont pour de bonnes raisons, puis finissent par être corrompus. J'ai un ami à Atlanta qui se présente et il m'a demandé, tu vois, « je me présente, d'accord? Je suis le challenger. J'aurais besoin de financement. Tu peux m'aider? » I can use funding. Can you help out, right? I said I'd love to, but I said as a friend, J'ai dit, j'adorerais, mais en tant qu'ami, je détesterais te voir gagner. Parce que si tu gagnes et que tu y vas, tu deviendras corrompu. Tu ne pourras pas y échapper. Tu devras passer des accords avec le diable. Ça commence par un petit, puis un plus grand, puis encore un autre. Au bout de 4 ou 5 ans, tu te dis, je suis acheté, je n'y peux rien, je l'ai fait pour toutes les bonnes raisons. Mais maintenant, je dois ceci à telle personne parce que j'ai accepté, et je dois cela à tel autre parce que j'ai accepté aussi. Et je ne pense pas que l'un ou l'autre soit juste, mais j'ai pas le choix. Tu es piégé. Tu es piégé. Oui, c'est une aussi bonne dissertation sur l'état de l'Empire que tout ce que j'ai pu voir d'autre. Et je veux attirer ton attention sur un livre, je crois que je t'en ai déjà parlé, que Mary Beard vient de publier. C'est l'une des grandes spécialistes du latin classique. Latin comme dans Veni, Vidi, Vici, tu sais, O tempora, O mores, la langue latine. Le livre s'intitule « 12 Caesars » et il parle de Jules César franchissant le Rubicon et entrant au Sénat malgré les avertissements, de son assassinat, des guerres civiles qui ont suivi, d'Octave triomphant dans ces guerres, devenant le premier empereur, et passant en revue les empereurs dont Suétone, l'historien romain, a parlé. 12 au total jusqu'à Domitien. C'est exactement la même période que celle que nous observons en ce moment, mais en pire. C'est tellement corrompu, tellement dépravé, tellement immonde, tellement décadent qu'on a du mal à y croire. On ne peut tout simplement pas y croire. Cela évoque Epstein, vraiment. Je veux dire, on voit le genre de culture dont Epstein est issu et qu'il a contribué à créer. Rome, les 12 Césars, c'est de cela qu'il s'agit. C'est exactement ce dont il parlait. Personne ne peut entrer dans une entité qui contrôle ce groupe de personnes, ce pays, sans être corrompu par ce mal. Même lorsqu'il y avait un empereur parmi ces 12, Marc Aurèle, même lorsqu'on a un empereur avec un instinct fondamental de décence et de bon gouvernement, on est corrompu. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que je connais au cours des 20 dernières années, venant de différents États, qui m'ont contacté pour faire exactement ce dont ce monsieur parlait. Par la suite, je l'ai fait. Et j'étais pas aussi intelligent que lui. En fait, je lui ai envoyé un peu d'argent au début. Il a été élu. Et s'ils avaient été des gens bien, ce que je pensais quand je les ai rencontrés pour la première fois, ils sont partis après le premier mandat. Ils ne sont pas restés. Et inévitablement, quand je me renseignais, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Qu'ils ne pouvaient pas le supporter. J'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. Il a raison. Il a raison. Je vais te parler d'une autre personne qui, en substance, m'a dit la même chose, dans un langage un peu plus bureaucratique, mais qui me l'a dit en face. Et tu peux demander à l'ambassadeur Chas Freeman de le confirmer, si tu veux. Nous étions tous les deux assis là, à l'écouter, et il nous a dit la même chose. Il s'appelait Tom Massey. His name was Tom Massey. Déprimant. Nous avons demandé à l'ambassadeur Freeman, je crois que c'est lui qui a posé la question en premier, et je l'ai un peu reposée plus tard, sous un autre angle. Alors, pourquoi êtes-vous encore ici? Et il a répondu avec un sourire aux lèvres, j'aime juste perturber ces salauds. Bien joué. Mais il a ajouté, je ne vais rien changer, je n'ai aucune ambition,
Je sais que je ne changerai rien, mais j'aime simplement les déranger. But I just like disrupting them. Ouais, mais tout commence par une fissure dans le mur. Yeah. Ouais, il faut le faire. Fissure dans le barrage. Ouais. Exactement. Dans le barrage. Exactement. Oui, oui. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Thanks for having me. Merci de m'avoir invité. Restez au chaud à vendredi. Quelle est votre température la plus basse? Vous le savez? Do you know? Ici, la température descend à environ 8 ou 10 degrés au Brésil. Celsius. Celsius, oui, Celsius. Oh, 8, 9 degrés. Mais ce n'est pas si terrible. Ça va durer environ une semaine, si je ne me trompe pas. Oui, une semaine. Pas plus que ça. so your Alors est-ce que tu... your annual probably what is around 7. Ta moyenne annuelle est probablement autour de 70. C'est quelque part entre, je dirais, 16 et 28. Yeah. Ouais, d'accord. Très vivable. Ouais, c'est vraiment bien, je dirais. À vos souhaits. À vos souhaits. Merci, Larry. À bientôt. À vendredi. Bye bye. Au revoir. Oui, à bientôt. Merci.